Histoire légendaire de Gaillou, le Guénin. En ces temps-là, c'était au temps du roi Soleil, vers les années 1680, Guénin n'était encore qu'un petit village blotti autour de son église. De petites masures, souvent entorchies, abritaient les familles des manants. De ci, de là, se remarquaient quelques échoppes d'artisans, 2 ou 3 boutiques de commerçants, plusieurs de l'abbaye, propriété des dames du chapitre de Sainte-Aldegonde de Maubeuge, dont Guénin était un fief depuis un temps immémorial. Autour de l'église s'étendait l'âtrie, le cimetière. À quelques pas de là, l'abreuvoir où venaient boire les bestiaux. Peu de rues, mais beaucoup de voyettes permettaient d'aller facilement d'un point à l'autre du village. Vers l'est, l'horizon était limité par les monts Saint-Rémy, dominés par la puissante église fortifiée de Lewarde. Au sud et à l'ouest, vers Roucourt et Dechy, s'étalait la zone des cultures, traversée à mi-pente par la route royale qui, de Douai, conduisait à Niche et Valenciennes. Au nord, vers l'Offre, se situait une vaste étendue marécageuse d'où on voyait rouir le lin. Entre Guénin et Lewarde se succédaient des terres, parties en friche, parties en bosquet, où les bergers menaient paître les animaux du village, vaches ou moutons, parfois des porcs. Ces terrains occupaient le lieu-dit la Malmaison, souvenir d'une ancienne maladrerie depuis longtemps disparue. Entre la Malmaison et le Marais, un lieu boisé composé de taillis et de clairières était appelé le Gaillou. Dans une de ces clairières se dressait une énorme pierre que l'on nommait la Caillère du Diable. L'endroit était sinistre et peu de gens osaient s'y aventurer. Les femmes qui par hasard empruntaient le sentier qui le bordait se signaient craintivement et dès le coucher de soleil, on y voyait âme qui vive. Le jour, seuls les bergers y pénétraient avec leurs bêtes, mais ils passaient souvent pour sorciers. De vagues légendes circulaient et l'une d'elles affirmait que si l'on déplaçait la pierre, toute la région serait aussitôt inondée. On disait aussi, mais à voix basse, que c'était le domaine des sorciers et que c'était là que le jour de sabbat se rejoignaient toutes les sorcières de la région. À cette époque vivait à Guénin un personnage truculent. Il se nommait Onésime, dit le Grand Zime, et nul n'aurait pu dire quel était son patronyme, car on ne connaissait que son sobriquet. D'une taille presque gigantesque, d'une force herculéenne, il gagnait sa vie à travailler chez l'un ou chez l'autre. On le chargeait des travaux les plus pénibles, ce qui pourtant lui semblait de simple routine. On racontait qu'il avait sauvé la vie du meunier. Un jour où celui-ci transportait des sacs de blé au moulin, l'essieu d'une roue se rompit. Le chariot versa et le meunier fut pris sous le chargement. Il serait mort si le grand Zime n'était survenu et de toute la puissance de ses reins n'avait soulevé le chariot, ce qui avait permis de le tirer de ce fort mauvais pas. Il n'était pas marié car sa fort vilaine tignasse rousse et sa taille faisaient peur aux filles. Il vivait chez sa mère, Péronne, mais en dehors de son travail, on le rencontrait surtout dans les tavernes, et ses joues rubicondes et sa trogne enluminée indiquaient assez le goût prononcé qu'il avait pour la bière. Un soir de novembre, alors que le frais commençait à tomber, il passa sa soirée chez un tavernier de la route de l'Offre, et il était bien tard quand il se décida à rejoindre la masure de sa mère. C'était la nouvelle lune, et la nuit était impénétrable. La bière avait si bien émoussé ses sens qu'à la bifurcation de la pierre des Ladres, il se trompa de direction et au lieu de rejoindre le village, il prit le sentier qui longeait le marais. Il cheminait dans le noir en chantonnant doucement quand tout à coup, il lui sembla entendre une vague musique au loin. Il s'arrêta, écouta, et il aperçut au milieu des taillis qui bordaient le sentier une vague lueur. Il s'avança prudemment, au travers des arbres, et arriva à la clairière de la Caillère du Diable. Elle était éclairée par une lumière diffuse dont on ne voyait pas la source, et des femmes dansaient une ronde autour de la pierre, en chantant sur un rythme monotone, au son d'une musique qui marquait la cadence, et dont on ne distinguait pas l'origine. Sur la Caillère, une femme plus jeune, aux longs cheveux blonds, était assise, et semblait donner le ton à la ronde. Parfois les danseuses s'arrêtaient, et la reine chantait alors sur un air étrange des paroles incompréhensibles. Un peu dégrisé, le grand Zime se souvint alors que c'était un samedi, et que toutes ces femmes, jeunes ou vieilles, devaient être les sorcières de la région en train de fêter le sabbat. Il lui sembla d'ailleurs en reconnaître certaines qui devaient être de Lewarde ou de Guénin. La ronde avait repris et son rythme s'accélérait de plus en plus, si bien que les sorcières s'agitaient d'une façon qui devenait extravagante. De les voir là, sautant de plus en plus haut et tournant de plus en plus vite, cela lui sembla si cocasse qu'il ne put s'empêcher de rire, et quand le grand Zime riait, cela s'entendait de loin. Aussitôt la musique cessa. Les sorcières s'immobilisèrent, et il se sentit saisi et entraîné impérieusement dans la clairière.
Il se retrouva mêlé à la ronde où il commença à sauter et à tourner avec les sorcières. La mélopée continuait et le grand Zim dansait, dansait, dansait à perdre haleine. Tout à coup, un chant du coq se fit entendre au loin et la musique cessa. Entraîné par 2 sorcières, il se retrouva auprès de la caillère du diable sur laquelle la reine s'était dressée. Elle le regarda et lui dit « Tu as violé notre mystère et de plus tu as ri en te moquant de notre danse. Ton imprudence sera punie. Je te condamne à devenir un nain et tu riras et sauteras le restant de tes jours. Va et oublie-nous. » Le grand Zim épouvanté se sentit se ratatiner, mais ce qu'il perdait en hauteur, il le regagnait en rondeur. De sa tête, on ne remarquait plus que sa trogne enluminée et une large bouche ouverte jusqu'aux oreilles qui répétait dans un rictus diabolique « Le gaillou, le gaillou !» La lueur diffuse qui illuminait la clairière s'éteignit brusquement. Les sorcières disparurent comme évaporées et que le grand Zim s'effondra d'épuisement au pied de la caillère du diable. Le lendemain, Péronne, sa mère, ne le trouvant pas dans son lit, alerta ses amis de beuverie. On le chercha bien un peu, mais l'opinion générale fut qu'il s'était égaré dans les marais et qu'il s'était noyé. Ce ne fut que le lundi, dans la matinée, qu'un berger qui avait conduit ses cochons à la glandée le retrouva toujours gisant au pied de la caillère. Il le reconnut à sa trogne, car pour le reste, il était méconnaissable. Large comme une futaille, court et rond, il ressemblait à un gros ballon surmonté d'une tête rubiconde fendue d'une large bouche. On le reconduisit chez Péronne qui lui administra une bonne tisane faite avec de simples plantes qu'elle avait cueillies dans le marais, ce qui le remit bientôt d'aplomb. Mais quand on lui demanda ce qui lui était arrivé, il ne sut que répéter en sautillant et la bouche largement fendue « Le gaillou, le gaillou ». Comme il était d'excellente composition et qu'il restait un joyeux compagnon, on l'invita à toutes les fêtes populaires ou familiales, et il n'eut aucune réjouissance où ne se trouvait le gaillou, nom qu'on se plut à lui donner. Sa trogne enluminée, ses sautillements constants, sa litanie permanente amusaient tout le monde, surtout quand il avait forcé sur la bière. On ne sait comment cela se fit, mais petit à petit, l'aventure du gaillou fut dévoilée. Comment ? On ne sait. On supputa simplement qu'une des sorcières de Guénin la fit connaître. On se la raconta tout bas d'abord, puis elle devint l'un des récits que l'on aimait raconter les soirs de veillée, quand les enfants croquaient les noix, que les vieux fumaient leurs pipes et que les femmes filaient le lin ou la laine. Pendant longtemps, on aima rappeler comment le gaillou avait surpris les sorcières au sabbat et comment il avait été puni. Il y a 100 ans encore, il restait à Guénin un vieux tourbier, le père Macaire qui aimait volontiers raconter l'histoire. C'est ainsi que son petit-fils se plut à la consigner sur un cahier. Et c'est comme cela qu'il n'y a guère longtemps, en démolissant une vieille bicoque non loin de la brasserie, on retrouva dans le grenier, avec quelques vieux journaux épargnés par les souris, un cahier aux pages jaunies et à l'écriture pâlie. C'était celui dans lequel le petit-fils du tourbier avait relaté l'histoire du grand Zim, dit Gaillou, le Guénin de Guénin.